Ravie de vous rencontrer tous. Donc, je vais faire cette présentation aujourd'hui sur la qualité de vie dans les maladies vasculaires du foie, et plus particulièrement sur les résultats d'un projet qu'on mène depuis 2 ans avec l'association, notamment à la MVF, mais aussi le réseau Valdig et puis la filière plus largement. Je vais donc parler en tant que sociologue et chargée de recherche à l'INSERM. Je viens de Marseille, voilà, je me suis déplacée depuis peu, et bien sûr, il y a tout un tas de personnes qui sont derrière ce projet et qui sont aussi voilà, à remercier pour tout ce qui a été réalisé. Donc, le contexte, je vais aller très vite parce que vous le connaissez tous. Voilà, un pronostic qui s'est amélioré dans certaines maladies comme la thrombose de la veine porte, le syndrome de Budd-Chiari. Pas ou peu d'études qui étudient la qualité de vie. Alors la qualité de vie, nous en SHS, ça déborde un peu la question de la santé, mais en tout cas déjà même sur la question de la santé, de la qualité de vie adossée à la santé, il n'y a pas grand-chose, alors qu'il y a des complications majeures et que l'âge au diagnostic est quand même relativement jeune. Et puis, si en fait même on va dans les maladies rares en général, il y a peu d'études qualitatives, donc plus approfondies avec des entretiens, des choses où on écoute un peu les patients qui parlent un peu de cette qualité de vie, alors qu'elles sont essentielles pour construire des actions, des programmes qui sont en prise directe avec la réalité, avec l'expérience des personnes. Donc, ce projet-là, qui est un projet européen que je coordonne, il était, là je vais vous présenter les résultats sur deux points principaux, mais surtout en fait sur le premier, donc qui était plutôt une étude quantitative pour évaluer la qualité de vie des personnes vivant donc avec une thrombose de la veine porte ou un syndrome de Budd-Chiari. Et puis il y a eu une partie qualitative qui est un peu plus originale que voilà, que c'est ce qui se fait régulièrement, puisqu'en fait non seulement c'était une étude qualitative par entretien, mais en plus elle a été menée par des chercheurs pairs dans les 4 pays qui ont participé, avec donc des patients, membres d'associations, parfois aidants, des fois extérieurs des membres d'associations, qui sont allés mener des entretiens avec d'autres personnes, d'autres patients. Donc sur le quanti, c'est une étude qui est en France, en Suisse et en Espagne, avec des collaborations donc, du réseau Valdig. Donc 3 pays, 4 centres. On avait à peu près un peu moins de 1200 patients qui étaient éligibles pour participer à cette étude. Donc, il y avait d'abord une collecte de données cliniques et ensuite un questionnaire qui était un questionnaire en ligne qui était envoyé aux personnes qui étaient déjà dans l'étude et qui acceptaient donc de participer et de recevoir des questionnaires. Alors, les données cliniques, elles sont celles qui sont identifiées, qui ont été montrées tout à l'heure, c'est le Valdig-Reg, et donc, voilà, avec des données assez classiques. En fait, il n'y a pas tout, bien sûr, mais là, c'est les principales, bien sûr. Et puis, donc, le questionnaire, donc, c'est un questionnaire en ligne qui, en fait, est une sorte de méta-questionnaire qui comprend plusieurs échelles de qualité de vie, donc des échelles standardisées, validées, etc. Et puis, d'autres questions qui sont plutôt issues de grandes enquêtes, et notamment des enquêtes européennes, pour avoir des données de référence, pour se dire, voilà, on va regarder l'emploi de ces personnes, mais peut-être on va le comparer à des données qu'on a en population générale, on va pouvoir matcher, ou en tout cas standardiser, ou au moins par âge et sexe, voire niveau d'études, pour comparer, se dire, voilà, est-ce qu'il y a un impact de la maladie sur l'emploi, par exemple. Et puis, donc, sur ce questionnaire, il y a 2 associations déjà qui avaient participé pour la conception, AMVF et Swissepa en Suisse. Alors, donc, on a une bonne participation, à 50% de personnes qui ont accepté de participer, ce qui est vraiment énorme pour des questionnaires comme ceci, des questionnaires en ligne. Voilà, malheureusement, on est encore en train de compléter les données, mais voilà, le questionnaire était un peu long, et sur le dernier questionnaire, il y a un petit problème de validation de la saisie. Et donc, on a environ 31% des personnes qui ont complété l'ensemble des échelles de qualité de vie. Donc, c'est ça dont je vais vous parler, donc cet échantillon de 363 personnes. Donc, comment est-ce qu'il se répartit, avec une répartition homme-femme qui est relativement égale. L'âge au diagnostic, il était de 43 ans en moyenne, et puis l'âge actuel, 53 ans, donc on est à peu près à 10 ans depuis le diagnostic. Ça cache bien sûr des disparités énormes entre les personnes qui ont pu être diagnostiquées dans l'enfance ou plus tard. Bien sûr, il y avait 75%, 3/4 de personnes qui avaient des thromboses de la veine porte. Et puis, vous voyez, c'est une étude qui comporte beaucoup de personnes qui sont de France, puisque c'était vraiment voilà, un gros effort du centre de maladies rares ici. Les caractéristiques à la fois médicales et sociales
des personnes, je ne sais pas s'il y a un pointeur, mais parce que ça fait déjà à cette heure-ci beaucoup de chiffres quand même. Il y a quand même, voilà, peut-être sur la gauche, ce qui est important, des comorbidités ou des maladies associées dans presque 60% des cas, donc on est quand même voilà, sur une proportion importante. Avec les néoplasmes prolifératifs quand même chez 26% des personnes, un traitement anticoagulant chez 78%, des scores que vous connaissez sans doute mieux que moi, donc je vous laisse regarder voilà, leur évaluation. Et puis sur la situation professionnelle, donc vous avez vu l'âge voilà, des personnes, donc on est sur des personnes qui sont quand même encore dans la population active, mais quand même avec une part, enfin, un quart des personnes qui étaient retraitées, et puis des personnes qui sont en invalidité, et puis un niveau d'études qui est plutôt haut. Ça, on s'en doute, voilà, sur ce type de questionnaire, on a un biais de participation qui est là. Mais quand même, voilà, des personnes qui disent à la fin du mois, est-ce que vous avez des difficultés financières? Il y en a quand même voilà, 12% qui disent, bon, à la fin du mois, c'est quand même un peu difficile. Et à peu près la même proportion qui était née en dehors de l'Union européenne. Alors, sur la qualité de vie vraiment liée à la santé, donc c'est un questionnaire EQ5D que vous connaissez peut-être, qui mesure vraiment très globalement les problèmes qu'on peut avoir vis-à-vis de la mobilité, de l'autonomie, des activités, de la douleur, de l'anxiété. Et ce qu'on va regarder, nous, c'est les blocs jaunes, en fait, où on voit les problèmes graves, voilà, ou bleus à la fin, un problème très important. Donc, on voit qu'ils sont relativement faibles et qu'on les voit surtout dans les douleurs et dans la dépression. Et quand on compare le score global, ce que ça donne un score global, ce questionnaire, à des scores qu'on a en population générale, on voit qu'on est finalement assez proche d'un score global, enfin d'un score qu'on pourrait retrouver dans la population générale. Donc c'est voilà, c'est le premier renseignement de cette étude. Le deuxième, c'était un questionnaire plutôt sur la fatigue. Donc c'est un questionnaire court en 5 items qui permet de mesurer la fatigue cognitive, physique et psychosociale. Vous le voyez à gauche, les questions. Et c'est un score qui va de 0 à 20. Et donc la moyenne voilà, sur les patients, les participants, elle était de 8, avec voilà, une médiane, enfin, un quart, enfin bref, il y a en gros quand même 25% des patients qui ont un score 12, supérieur à 12. Voilà, quand vous-même vous pouvez cocher, vous faites l'addition de ces scores, vous voyez qu'il faut quand même, voilà, pour arriver à 12, avoir déjà une fatigue qui est importante et qui est récurrente. Et puis le troisième questionnaire, donc c'était plutôt sur les symptômes dépressifs. Donc c'est pas marqué, mais c'est le PHQ-9 qui est un questionnaire qui permet de détecter les symptômes dépressifs, hein, selon qu'ils sont voilà, faibles, moyens, modérés, moyennement sévères ou sévères. Et donc globalement, quand même, on a un quart des patients, donc c'est sur les 2 dernières semaines, qui rapportent des symptômes dépressifs. Donc ce qui est quand même assez important, vous le voyez par rapport aux données qu'on peut avoir dans la population générale. Là aussi, voilà, on n'a pas encore ajusté sur le niveau d'études parce qu'on est vraiment on attend encore des données plus précises, on est sur des données agrégées là, mais même vu qu'on sait qu'il y a déjà un biais et que les personnes sont plutôt voilà, de niveau d'études supérieurs, on voit quand même qu'il y a une différence assez importante dans la population de l'étude de Lives et les données de référence, donc le HIS qui est le European Health Survey qui est mené en Europe et qui permet d'avoir donc ces fameuses références. Et puis voilà, c'est pareil pour l'Espagne ou la France, on n'a pas de données en Suisse, hélas. Il y a des analyses multivariées qui sont faites pour essayer de comprendre les facteurs associés à la qualité de vie. Donc vous voyez, c'est sur les 3 échelles que je vous ai présentées, le Q5D en premier, la fatigue, les symptômes dépressifs, et donc en rouge, les facteurs qui sont associés négativement, qui vont augmenter. Donc les syndromes dépressifs, vous le voyez, on le retrouve plutôt chez... c'est le fait d'être une femme qui augmente la probabilité de rapporter des symptômes dépressifs. Et puis, être né en dehors de l'Union européenne, eh bien, voilà, on coche, on va dire, tous les 3 questionnaires, avoir des difficultés financières également, avoir d'autres maladies, sur la qualité de vie globale et sur la fatigue, et pas forcément sur les symptômes dépressifs. Et puis la fatigue, alors curieusement, voilà, sur les variables cliniques, elle est positivement elle est associée en fait, à l'hypertension et aux anticoagulants, et puis négativement associée à la greffe du foie et au score de Clichy classe 2. Donc ça, voilà, c'est vraiment des premiers résultats. On va un petit peu plus creuser ces questions-là.
Un autre résultat, voilà, sur une question qui était plutôt justement issue de questionnaires qui sont menés par l'association européenne Aurore 10, qui demande voilà, est-ce que vous avez un soutien psychologique et si oui, est-ce que ça couvre vos besoins? Et donc en gras, eh bien, on a quand même 15% des patients qui disent non, je n'ai pas accès, et en plus j'en aurais besoin. Et voilà, là je ne l'ai pas montré, mais on a regardé hier. Donc en fait, c'est quand même plutôt des femmes et des personnes avec des difficultés financières qui, là encore, se retrouvent de manière plus prépondérante dans cette catégorie. Voilà, il y a du temps aussi qui est consacré à la maladie et qui peut être un peu pesant, que ce soit pour la recherche des informations, que ce soit pour connaître ses droits, les procédures, trouver des bons professionnels de santé, arriver à organiser, assister aux rendez-vous médicaux. Donc là aussi, on avait des données de comparaison, mais plus via Aurore 10 sur une grande enquête qu'ils ont fait à travers de personnes qui ont des maladies rares. Donc globalement, la situation est un peu moins négative pour les personnes de cette étude-là, mais on voit quand même que c'est difficile à gérer pour un tiers voire une moitié des répondants qui sont, vous rappelez, de niveau d'études légèrement supérieur à l'ensemble des patients. Donc voilà. Alors cette étude qualitative, je vais juste en dire quelques mots rapidement, parce que c'est voilà, ce qui faisait un peu écho à ce qui s'est dit dans les questionnaires. Alors d'abord, cette étude, donc c'est un tout petit échantillon, c'est sur la France, on était dans 4 pays. Dans 4 pays, il y a eu un petit échantillon de patients qui a été interviewé de la même façon. Donc, c'était des personnes qui avaient répondu au questionnaire. On leur a demandé ce que vous voulez bien participer à un entretien. Et puis, c'était quand même une personne qui diffère un peu en termes de sexe, d'âge, de diagnostic, un petit peu aussi de milieu rural. Enfin, voilà, quand même une personne qui était de milieu rural. Et puis, c'était donc des entretiens semi-directifs qui ont été faits par les patients avec une question de départ, c'est comment vous vivez aujourd'hui avec votre maladie. Et puis, on était une équipe de 3 chercheurs académiques. Ils étaient 3 chercheurs pairs. On a travaillé ensemble sur les entretiens pour produire un peu les résultats, l'analyse. Et ce qu'on voit et ce qu'on a vu, c'est que, oui, il parle de la fatigue en plus qui est persistante, c'est-à-dire qui dure vraiment sur le long terme, qui est imprévisible aussi. Et puis bon, alors il y a aussi les troubles de la digestion, l'impact des traitements sur la qualité de vie sexuelle qui revient aussi dans les entretiens. Et puis ce qui revient beaucoup, c'est la charge mentale en fait qui est importante. D'une part parce qu'il faut gérer la maladie, ça prend du temps, beaucoup de temps, on l'a vu là tout à l'heure. Et en plus c'est pas facile à gérer. Puis le calendrier avec toutes ces imprévus, avec toutes ces choses qu'il faut anticiper, toujours anticiper. Et puis dans la vie quotidienne, ça vous devez le connaître parce que vous connaissez vos patients, vous connaissez vos proches ou vous-même. Enfin voilà, l'alimentation, le sport, les voyages, c'est des choses qui sont impactées. Mais voilà, l'alimentation, c'est tous les jours. L'alimentation, en plus, c'est social. Donc, il y a une visibilité de la maladie qui, des fois, alors qu'elle est invisible, on aimerait bien pas trop en parler. En fait, là, à ce moment-là, elle est visible. Et encore une fois, il faut anticiper, planifier, etc. Donc, c'est un petit peu prenant et frustrant pour les patients. La charge mentale, elle est aussi en lien avec la relation avec les autres. Si on parle de la famille, donc il y a une forme quand même de repli sur soi, des fois pour protéger sa vie privée, parce que des fois on garde des choses pour soi, mais aussi pour protéger les autres. Donc en voulant protéger les autres de ses propres soucis, on se replie sur soi, on ne parle pas. Donc ça peut être pesant. Et puis, voilà, donc je vous disais, au niveau de l'entourage, c'est plutôt la nécessité de se justifier, absence répétée au travail, au moment de l'alimentation, l'alcool qui est encore plus difficile pour les jeunes, qui là sont dans une difficulté à pouvoir échanger avec des pairs de leur âge qui ne comprennent pas du tout ce que c'est. Et puis au travail, la peur de divulguer la maladie à la médecine du travail, c'est revenu plusieurs fois, vraiment, parce qu'on a peur que le secret médical ne soit pas tenu, et parce qu'en fait, on a peur d'être discriminé. Et donc, on tait ces choses-là. La personne disait « je mens au médecin du travail ». Et tout ça évoque, et ce que les personnes disent, c'est qu'en fait, ils n'ont pas envie... tout ça, c'est aussi parce qu'ils ne se sentent pas malades. Ils disent qu'ils vont bien, et en même temps, ils regardent leur état actuel vis-à-vis des fois de choses très compliquées qu'ils ont dû passer, notamment des hospitalisations, des passages aux urgences, des choses assez terribles, mais envie de ne pas forcément être malade, d'être dans cette identité de malade, et de ne pas laisser trop de place à la maladie. Le problème, c'est qu'il peut y avoir un possible isolement, en fait, et puis le fait qu'on doit tout porter tout seul, ce fameux fardeau, cette charge mentale, et que ce soit positif ou négatif, on n'est pas... C'est difficile, et voilà, ce serait une autre étude que de juger. C'est pas du tout le lieu en fait pour ce type d'étude. Mais ce
qu'on voit, c'est que ça peut induire un non-recours en fait aux droits sociaux. Donc même l'ALD, même bien sûr les aides professionnelles avec la RQTH, avec cette reconnaissance de la qualité de travail handicapé, donc le mot le plus mal choisi qui soit pour pouvoir aider les personnes qui en fait ont des maladies qui se reconnaissent pas du tout dedans. Et puis aussi au soutien psychologique avec pas d'envie, parce qu'en fait on se dit non, je suis pas malade, donc tout va bien. Donc en conclusion de tout ça, on peut se dire que les scores de qualité de vie, donc vous savez, le premier que j'ai montré, qui est quand même comparable à la population générale, qui est plutôt rassurant. Mais voilà, quand on a des questionnaires un peu plus fins sur des symptômes particuliers, notamment la fatigue, les symptômes dépressifs, on voit qu'il y a quand même une part importante des patients qui sont concernés. On voit que les facteurs socio-économiques sont davantage associés à la qualité de vie, finalement, que les facteurs cliniques. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit en population générale. C'est-à-dire que c'est tout bête. C'est-à-dire que les personnes qui viennent d'une origine sociale plus défavorisée, elles sont en moins bonne santé, en particulier mentale. C'est très, très fortement associé. Donc, il y aurait quand même un besoin de construire des programmes de soutien qu'on imagine, par exemple, pouvoir orienter vers le soutien psychologique ou pour la gestion de la fatigue, qui soient adaptés aux patients les plus vulnérables, parce que tout le monde n'a pas besoin, donc il faut quand même penser tout de suite ciblé. Et puis l'importance, peut-être, c'est ce que nous montre un peu, je pense, l'étude qualitative, de briser l'isolement en montrant aux autres, en fait, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme eux, que c'est pas parce que ils sont malades qu'ils sont comme ça, mais parce qu'ils ont quand même une vie difficile et qu'il peut y avoir des aides, des soutiens, et des fois les témoignages et le fait de se sentir englobé dans un collectif permet de dépasser, de peut-être pouvoir se reconnaître et puis prendre la main qui est tendue pour prendre soin de soi, on va dire. Et donc proposer des programmes et des actions qui n'enferment pas dans l'identité de malade. C'est justement des programmes un peu hors les murs, des programmes en visio, des choses comme ça, ou alors en tout cas avec des choses qui ne sont pas trop tournées vers la maladie, puisqu'en fait c'est ce que disent les patients, ils n'en peuvent plus. Revenir au centre, s'entendre qu'on est malade, parler de la maladie. Il y a une partie des patients qui ne se reconnaît pas du tout là-dedans. Et il y a besoin de faire des choses un petit peu variées pour tout ça. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis merci à tous les partenaires et les financeurs qui ont permis ce projet.